Donc effectivement, je vais vous parler de théorie des jeux. Je suis un peu feignant, du coup j'ai gardé des transparents que j'utilise pour un cours d'introduction. Enfin, je les ai retravaillés, mais je les ai pas traduits. Euh, mon but, c'est de commencer plutôt par quelque chose d'assez introductif, un peu général. Et puis après, à un moment, je passerai sur le tableau et je ferai des choses, on va dire, un poil plus formelles. Euh, donc là, je vais vraiment commencer voilà, avec quelques exemples. Je vais essayer de couvrir un peu large sur ce qu'on peut se poser en termes de questions, au moins de mon point de vue. Je ne vais pas forcément être super formel au départ. Si vous avez des questions, voilà, vous n'hésitez surtout pas, vous hésitez surtout pas à m'interrompre. Voilà, il n'y a jamais de questions, il y a jamais de questions idiotes. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis read the note. Bon, ça, je ne l'ai pas enlevé, euh, mais voilà. Alors, je vais commencer par un jeu que vous avez peut-être déjà vu. En fait, c'est un peu dommage parce que chez moi, j'ai même une tablette de. Je l'ai en version matérielle. J'ai juste oublié de l'amener. Euh, c'est un jeu qui s'appelle Chomp. C'est David Gale qui a introduit ce jeu. David Gale, c'est quelqu'un qui travaillait plutôt en théorie descriptive des ensembles. Euh, donc c'est un jeu qui date voilà, ça date des années 70. Moi, j'aime bien le décrire comme une sorte de roulette russe pour les amateurs de chocolat. Et ça se passe de la façon suivante. Donc vous avez une tablette de chocolat. Et le carré supérieur gauche, il est empoisonné. D'accord. Donc, tout le monde est au courant qu'il ne faudra absolument pas manger ce carré. Et comment est-ce qu'on joue à ce jeu? On joue à ce jeu en choisissant un point de la tablette que l'on casse et on mange la partie. Donc j'ai ma tablette. En plus, il y a déjà une tablette qui est dessinée. Donc c'est parfait. Donc j'ai ma tablette et puis je vais choisir un point et puis je vais aller manger tout ce qui est à droite et en bas de ce point. D'accord. Donc je mange ce morceau-là. Et puis c'est au joueur d'après de jouer. Euh, donc là, c'est le premier joueur qui a croqué. Voilà, donc peut-être que le deuxième est un peu moins gourmand. Donc il va juste aller manger un petit morceau comme ça. Et puis voilà, peut-être. Donc là, c'est à nouveau le premier joueur. C'est un jeu à deux joueurs, hein, pardon. Donc c'est à nouveau au joueur initial de rejouer, donc etc. etc. D'accord. Et puis je vous rappelle évidemment que le but c'est de ne surtout pas manger le carré final. Et donc la question c'est évidemment voilà, de savoir comment est-ce qu'on fait pour jouer dans ce jeu de façon optimale, c'est-à-dire juste sans mourir. Donc c'est David Gale, dans son papier, voilà, il compare ce jeu au jeu de Nîmes. Donc le jeu de Nîmes, je sais pas si, enfin, je pense que vous le connaissez tous à peu près. Hein, c'est un jeu où j'ai des allumettes, j'ai des tas d'allumettes. Et puis j'ai le droit d'enlever autant d'allumettes que je veux dans un tas, mais je ne peux pas enlever des allumettes de plusieurs tas. Et donc voilà, celui qui gagne, c'est celui qui enlève la dernière allumette ou le contraire. Enfin, ça c'est au choix, il y a des variantes. Donc évidemment, c'est un jeu relativement simple parce que de toute façon, les parties, elles prennent un temps fini. Je veux dire, il n'y a pas de chocolat, il n'y a pas de multiplication du chocolat. Donc au fur et à mesure, vous croquez, puis il n'y a plus rien dans la tablette au bout d'un moment. Je pense que c'est un jeu plutôt sympa, même. Enfin, justement, on parlait d'exemples en cours. C'est pas très compliqué de faire coder ce genre de choses. C'est un jeu où on va pouvoir, pour le coup, on n'aura pas besoin de heuristiques. Enfin, en tout cas, il y a des stratégies optimales qu'on va pouvoir calculer. Il va falloir faire attention, ça va être un peu coûteux. Mais voilà, je pense que c'est plutôt. C'est un exemple que moi j'aime bien prendre en tout cas, même quand je fais un exposé, typiquement à des élèves de première année en licence ou en prépa. Je pense que c'est un exemple où on peut introduire un certain nombre de concepts en fait, plutôt intéressant. Alors, si je le caractérise un peu, c'est un jeu à somme nulle, en ce sens où il y a un gagnant, un perdant, d'accord. C'est pas, il y en a un qui meurt et l'autre qui survit. Enfin, c'est assez binaire.
C'est un jeu qui dure en temps fini, puisque a priori, s'il y a n fois m carré, si notre tablette est n fois m, en n fois m coups, au maximum, il y aura quelqu'un qui aura mangé le carré empoisonné. On joue à tour de rôle, d'accord, donc c'est également une caractéristique un peu plus simple que d'autres jeux. On pourrait jouer par exemple de façon concurrente. Donc je sais pas, je joue à pierre, papier, ciseaux, bam, je dessine mon action de façon concurrente. L'information est parfaite, d'accord. On sait tous, on voit tous exactement l'état du jeu au tenté. D'accord, c'est pas comme si je joue au poker où par exemple, oui, je connais mon jeu, je connais ma main, mais par contre, je ne connais pas la main des autres. Et puis c'est déterministe au sens où il n'y a pas d'aléa. Je ne suis pas en train de lancer un dé à un moment pour faire quoi que ce soit. Donc pour moi, c'est essentiellement ce qui se fait de plus simple comme jeu. Alors simple, ça ne veut pas forcément dire que ça va être facile d'écrire un programme qui va me résoudre ça en temps raisonnable. D'accord, mais voilà. Donc tout à l'heure, par exemple, le jeu du corridor, il est exactement dans cette catégorie-là. D'accord, donc je suis en train de vous dire que le jeu du corridor, il est simple. Il est simple pour quelqu'un comme moi qui aime bien la théorie, mais ce n'est pas pour ça qu'il va être simple. Et justement, vous avez, dans la manière dont il a été présenté tout à l'heure, le corridor, on a dit, ouais, voilà, on va essayer de trouver des heuristiques qui vont faire que. Mais le corridor, voilà, somme nulle, un gagnant, un perdant, durée finie, probablement, je ne sais pas, c'est pas si clair. Si on joue mal, si on joue bêtement, peut-être que c'est pas fini. Ouais. Turn-based, effectivement, on joue à tour de rôle, information parfaite et déterministe. Ouais, non, mais peut-être que ouais. Allez, le corridor, on va dire qu'il est plus compliqué. Ok, si je veux le modéliser, si j'essaye de le résoudre voilà, de façon exhaustive, là je fais sur du 3-2, hein, évidemment, parce que sinon ça ne va pas tenir dans mes slides. Il y a des configurations, d'accord, des états, on va dire, de la tablette. Il y en a qui sont... donc là c'est vraiment les états possibles de la tablette. Il faut rajouter une information supplémentaire qui est est-ce que c'est au premier ou au deuxième joueur de jouer. Et puis une fois que j'ai fait ça, essentiellement, si je les numérote, hein, je vais, 7 et 8, en fait, je vais les mettre ensemble puisqu'elles sont totalement symétriques. Et derrière, je peux construire un graphe, d'accord, qui est essentiellement juste le graphe de transition selon chaque coup. Et les ronds et les carrés, c'est juste pour distinguer est-ce que c'est au premier joueur ou au deuxième joueur de commencer. Donc ça, c'est la manière de modéliser ce jeu. Et puis derrière, maintenant, moi, j'ai envie de le résoudre. Bon, là, c'est pas très dur. En tout cas, c'est un algorithme assez naturel. Hein. Donc, ce que je veux, moi, en tant que... Alors, je me place souvent du point de vue du premier joueur. D'accord. Et le premier joueur, je ne l'ai pas dit, mais je prends des configurations que je représente avec un cercle. Donc, la première joueuse, ce qu'elle veut, c'est qu'un jour, le jeu il arrive dans la configuration 9. On va quand même imaginer que, même si on peut être désespéré à un moment, on ne va pas forcément se suicider. Donc, on va attendre jusqu'au dernier moment de vraiment être obligé de manger ce dernier carré. Donc 9, c'est la configuration où mon adversaire doit manger le carré empoisonné, et puis il n'y a plus que ça à manger. Donc de toute façon, c'est mort pour lui. Et maintenant, je vais faire une sorte de parcours, un parcours plutôt en arrière. Il y a les configurations que moi je contrôle, donc les configurations rondes, dans lesquelles, en un seul coup, au coup d'après en tout cas, j'arrive sur une configuration que j'ai déjà identifiée comme étant gagnante pour moi. D'accord ? Donc là, comme ça, je vois que la configuration 5 et les configurations 7 et 8, effectivement, j'ai un coup direct qui me permettent d'arriver dans une configuration dont je sais qu'elle est bonne pour moi. Je joue à tour de rôle, donc au coup d'après, dans la construction de mon point fixe, en fait, parce que là, ce que je vais faire, c'est que je vais être en train de construire un objet de plus en plus gros, et puis au bout d'un moment, je ne vais plus rien pouvoir ajouter. Ce que je vais voir, c'est qu'il y a le sommet 6 ici. Donc le 6, c'est celui où il y a une sorte de petite demi-hélice là. De toute façon, il n'y a que deux coups possibles pour le joueur, pour mon adversaire. Hein. C'est soit il mange ce carré, soit il mange celui-là. Et donc dans tous les cas, il arrive soit dans 7, soit dans 8.
qui sont des configurations où c'est 7-8 avec moi, à moi de jouer, et donc je sais que depuis cet endroit-là, moi je vais gagner. Donc quoi qu'il fasse, quel que soit le coup que va jouer mon adversaire en 6, il va arriver dans une configuration que j'ai déjà identifiée comme étant gagnante pour moi. Donc en fait, je suis en train de faire une alternance de quantificateurs, il existe un coup pour tout coup de mon adversaire. Donc là, et là, en l'occurrence, c'est le seul cas où c'est la seule configuration dont je peux déterminer qu'elle est gagnante à cette étape-là de l'algorithme. Donc évidemment, là, je vais pouvoir me rendre compte que les configurations 3 et 4, où c'est à moi de jouer, elles me permettent d'atteindre la fameuse configuration 6, où c'est à mon adversaire de jouer, où là, je sais que je peux gagner. Donc celles-là, je vais les rajouter. Et puis, du coup, maintenant, si je regarde bien, je vois que le Stomé carré 2, qui est une configuration où il y a un certain nombre de possibilités. En fait, quoi que fasse mon adversaire, si c'est à lui de jouer ici, soit il va aller dans 5, soit il va aller dans 3, soit il va aller dans 7 ou 8, je ne sais plus lequel, soit il va aller dans 4. En tout cas, dans tous les cas, quel que soit le coup qu'il va jouer, je vais me retrouver dans une configuration dont j'ai déjà identifié qu'elle a été gagnante. Et du coup, je peux terminer mon raisonnement en disant qu'à partir de la configuration originelle, je peux effectivement rejoindre la configuration 2 où c'est à mon adversaire de jouer et dont je sais qu'il n'a pas d'autre choix que de perdre. Donc là, quelque part, les arêtes rouges, les arêtes que j'ai notées en rouge, cet objet-là me donne une sorte de recette, ce que je vais appeler plus tard une stratégie gagnante, dans le jeu de la tablette de chocolat quand je joue en 3x2. Voilà. Ça, c'est un peu mon exemple joué du départ. On peut se poser une question plus générale. C'est maintenant, si je prends une tablette n fois m, comment est-ce que je fais pour calculer une stratégie gagnante? Est-ce que je peux dire, tiens, c'est toujours le premier qui gagne, ça dépend de la parité de n et m, ou je ne sais pas quoi, etc. Comment est-ce que je fais pour déterminer le gagnant dans le cas général? Et l'algo que je vous ai montré avant, là, c'est un algo qui marche quelle que soit la tablette. D'accord. Donc si j'ai une tablette, vous me donnez n ou vous me donnez m, je vais pouvoir fabriquer ce graphe pour n'importe quelle dimension de tablette. Et du coup, mon petit algorithme là, qui part de la configuration finale et propage de proche en proche jusqu'à atteindre un point fixe, je vais aussi pouvoir le coder. D'accord. Par contre, il risque d'y avoir beaucoup de configurations. D'accord. Donc si je réfléchis un tout petit peu, les configurations dans ce jeu-là, globalement, c'est toujours des escaliers. D'accord. Puisque je croque. Hein, donc c'est pas très dur de montrer qu'on est toujours sur une forme d'escalier. Hein, donc si ma dimension ici, c'est n, si la dimension ici, c'est m, du coup, petit exode combinatoire, c'est choisir m déplacements horizontaux parmi n plus m éléments. D'accord. Donc, la combinatoire de cet objet, elle n'est pas très bonne. Okay. Et donc, votre algorithme, assez rapidement, de toute façon, il a beau être, on va dire, linéaire, vous allez vite taper un mur. Donc, la complexité, elle n'est pas top. D'accord. En tout cas, avec la méthode que j'ai donnée, elle n'est pas top. Donc, si vous connaissez le jeu de Nîmes, par contre, vous pouvez aller sur des trucs monstrueusement gros, vous allez pouvoir résoudre ça, parce que il y a des objets mathématiques, fonctions de Grundy, ce genre de choses, qui font que le jeu a une forme, en fait, qui fait qu'on ne va pas avoir besoin, quelque part, de construire explicitement l'objet sous-jacent. Parce que, quelque part, ici, ce qui est problématique dans la méthode que je donne, c'est que je commence à construire un objet monstrueux, et de toute façon, rien que de construire cet objet monstrueux, j'ai perdu. D'accord. Si je joue au jeu de Nîmes, pour ceux qui le connaissent, je ne suis pas obligé de construire le graphe de transition de ce truc-là, et donc je peux raisonner de façon plus simple. C'est toujours ouvert, en fait.
Donc c'était un papier des années 70. Trouver des stratégies gagnantes, optimales, une présentation finie des stratégies dans ces jeux-là, c'est toujours ouvert. Même, je pense qu'il y a peut-être des cas particuliers, genre quand n égale 2 ou 3, où on doit savoir faire des choses, mais bon, à part ça on ne sait pas dire grand-chose. En fait, si on sait dire un truc, on sait dire qui c'est qui gagne. C'est toujours le premier joueur. Donc, c'est un peu le paradoxe, d'accord? On sait que le premier joueur, il a toujours une stratégie gagnante. Par contre, on ne sait pas comment. Bon, alors ouais, non, mais je vais vous laisser réfléchir pendant la pause déjeuner. Pourquoi c'est toujours le premier joueur qui gagne? Je suis pas là ce soir, je suis obligé de rentrer, donc je suis moins méchant que ceux qui sont passés ce matin, qui ont dit ah oui, on va vous donner une petite astuce mercredi. Donc normalement, je peux vous dire après le déjeuner pourquoi c'est tout le temps le premier joueur qui gagne. Alors, mon but c'est un peu de faire un panorama, d'accord. Donc là, je suis parti du jeu le plus simple, d'accord. Alors c'est le jeu le plus simple, mais je vous ai quand même dit qu'on ne savait pas le résoudre, quoi. Enfin, en tout cas qu'on ne sait pas. Enfin moi mathématiquement ça me va parfaitement, je considère qu'il est résolu, mais concrètement on ne sait pas. Le dilemme du prisonnier, je pense que voilà, c'est quelque chose que vous connaissez tous. Hein. Ces deux criminels, voilà, ils ont probablement fait quelque chose ensemble. En tout cas, ils sont attrapés et ils vont être interrogés séparément. Et donc, à chaque fois, ils ont deux options. Soit ils disent, ben non, moi, je dis rien. Soit je dénonce mon associé. D'accord. Et la justice est ce qu'elle est. S'il n'y a personne qui dénonce personne, bah, ok, ils ont quand même, il y a un peu de suspicion, donc ils vont quand même aller un peu en prison, mais pas trop longtemps. S'ils se dénoncent l'un l'autre, bah, ça veut quand même dire qu'il y a quelque chose, mais bon, ils ont collaboré avec la justice, donc ils ont une peine, mais un peu plus grande, mais raisonnable. Et par contre, si je ne suis dénoncé, par exemple, que par Virginie, mais que Virginie, moi, je la dénonce pas, ben, elle reste libre, mais moi, je vais aller en prison pendant longtemps. Et donc la question, c'est, voilà, on ne s'est pas mis d'accord, Virginie et moi, donc on n'a pas pu parler avant un interrogatoire, donc on n'a pas de stratégie commune, parce qu'évidemment, sinon la bonne stratégie, hein, si on se met d'accord ensemble, c'est on va tous se taire, et puis certes, on va aller en prison, mais on va y aller que 6 mois. La question intéressante, c'est plutôt de savoir est-ce qu'il y a des situations dites d'équilibre. Et ce qu'on va appeler un équilibre là-dedans, c'est une situation. Donc une situation, c'est je choisis une action, elle choisit une action, et puis unilatéralement, ni Virginie ni moi n'avons intérêt à dévier par rapport à ce qu'on a dit. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un équilibre de Nash. Et en l'occurrence, ici, il y a un équilibre qui est celui de se dénoncer mutuellement. D'accord. Parce que c'est une situation où on n'a aucun intérêt à bouger parce qu'on a tous les deux dénoncé. Donc si moi je décide de ne plus dénoncer, ben, qu'est-ce qui m'arrive? Il se passe que je vais aller en prison 5 ans contre un an sinon. D'accord. Et idem pour Virginie, puisque là on est sur un truc totalement symétrique. Oui. Du coup, dans cette définition d'équilibre, tu supposes que tu fais un peu partout. Là, si tu peux dire que les deux bougent en même temps. Oui. Non, c'est vraiment. Alors, ouais, la manière dont. Alors, ici, effectivement, je suis sur un jeu à 2 joueurs, donc en général, les équilibres de Nash, ça va être sur des jeux où on va être beaucoup plus nombreux. Et là, j'ai un jeu dit matriciel où on joue une seule fois. C'est one shot aussi. Mais il y a plein de théories de ce genre de choses où on va jouer de façon répétée, par exemple. Donc, on va jouer le jeu plusieurs fois, et puis est-ce qu'au bout d'un moment, je dévie, est-ce que je dévie pas, ce genre de choses. Donc ça, c'est un peu un exemple joué. C'est un exemple joué, et alors qu'est-ce qu'il a si j'essaye de le mettre dans des cases un peu, il est assez différent du jeu précédent au sens où déjà il est à somme non nulle, c'est-à-dire que on a un gain, et quand tout à l'heure, soit je meurs, je gagne -1, soit je ne meurs pas, je gagne +1, donc la somme elle est nulle quelque part. Quelle que soit l'issue, il y en a un qui meurt, l'autre qui ne meurt pas, donc la somme des gains, d'une certaine façon, est égale à 0. Ici,
le gain, c'est quoi? C'est on va dire, l'opposé du temps que je vais passer en prison. Là, selon les situations, vous avez vu que cette somme peut varier de moins 5 à moins 1. C'est à durée finie, donc ça c'est comme tout à l'heure. C'est un jeu concurrent, donc effectivement on joue simultanément, enfin en tout cas on n'est peut-être pas enfin on peut considérer en tout cas que vu qu'on est séparés, même si effectivement on va pas être interrogé en même temps, c'est un peu comme si on avait choisi nos actions de façon totalement indépendante. Je dis que c'est un jeu à information parfaite parce que voilà, on connaît tous, enfin ici, là en tout cas tel que je vous l'ai présenté, on connaît tous la matrice qui va déterminer le temps de prison. Et puis c'est déterministe en ce sens que la justice n'utilise pas de dés pour savoir combien de temps vous allez passer en prison. Donc ça c'est juste voilà, ce que j'appelle un équilibre de Nash. Hein. Donc c'est le fait qu'on va regarder les choix des joueurs. Donc là ici il n'y en a que 2, mais vous pouvez imaginer des cas où il y a énormément de choix possibles. Et donc on va dire qu'une situation est un équilibre s'il n'y a qu'un seul joueur qui dévie, il va faire baisser de façon large son gain. D'accord, donc on n'a aucun intérêt unilatéralement à changer. Évidemment, si on se met à 2 ou à 3, peut-être qu'on a intérêt à changer, mais voilà. La définition d'équilibre de Nash, hein, telle que définie ici, elle est juste avec un seul joueur qui bouge. Un autre petit jeu, je continue toujours ma zoologie, Shifumi, donc pierre, papier, ciseaux. Donc, je ne vais pas vous rappeler la règle du jeu. Somme nulle. D'accord, il y a un gagnant, un perdant, ou autrement on fait match nul, enfin il n'y a personne qui gagne, on recommence. Durée finie, parce que moi je l'imagine juste en one shot, hein, mais concurrent, d'accord, on choisit nos actions en même temps, information parfaite et déterministe. Et donc je peux effectivement le présenter de façon matricielle, d'accord, un peu comme tout à l'heure j'ai fait avec mes 2 prisonniers où j'avais dénoncé, ne pas dénoncer. Ici maintenant j'ai toujours 2 joueurs, hein, et j'ai 3 actions possibles. Et donc selon les combinaisons d'actions, j'ai un gain qui est variable. Hein, donc évidemment si je joue sur la diagonale, on s'annule. Hein, donc personne ne gagne rien. Et puis sinon, il y a une règle qui fait qu'il y a quelqu'un qui gagne. Ici, on peut se demander s'il y a un équilibre de Nash. Et en l'occurrence, il n'y a pas d'équilibre de Nash. D'accord? Parce que si je sais que mon adversaire il va jouer pierre, bam, je joue papier et je gagne à tous les coups. D'accord? Donc, quelque part, s'il y avait un équilibre de Nash là-dedans, je pourrais toujours me déplacer moi unilatéralement et gagner. Donc ça, c'est, je ne sais pas si c'est embêtant, mais en tout cas, c'est comme ça. Nash, il est connu quand même pour avoir fait un théorème. Donc effectivement, il y a un théorème de Nash qui dit qu'il y a toujours un équilibre de Nash, mais par contre, on a droit d'utiliser des stratégies qui sont randomisées. D'accord ? Donc si vous voulez jouer de façon optimale à pierre, papier, ciseaux, il faut juste jouer au hasard, pierre, papier ou ciseaux. Un tiers, un tiers, un tiers. Donc la définition que j'ai... Ouais. Du coup, effectivement, on va aller regarder donc deux stratégies. Du coup, on va voir quoi? Les profils, ça va être des stratégies probabilistes, donc une distribution de probabilité sur les actions. Et donc, du coup, on va regarder l'espérance. Donc, du coup, évidemment, on va réfléchir en termes d'espérance. Et donc, on va aller regarder ce qui se passe quand je dévie d'une stratégie. Je vais recalculer l'espérance. Et si mon espérance de gain, elle ne croît jamais, quelle que soit ma déviation, mais quelque part, c'était que j'étais sur un équilibre de Nash. Donc ça montre un truc intéressant. C'est mon jeu de départ, il n'est pas randomisé. Enfin, a priori, il n'y a pas de hasard dans ce jeu-là. Mais pour jouer de façon optimale, il va falloir que je joue de façon aléatoire. Quand tu dis qu'il y a toujours un équilibre, c'est pour les jeux de quelle forme? C'est dans les caractérisations,
Ouais, somme nulle, concurrent, enfin vraiment ce cas-là, là, le cas où je mets une matrice, d'accord, où j'ai des actions. Enfin, nous sommes nuls, pas, disons dans l'exemple d'avant, c'était pas somme nulle. Ouais, Ce qui est nécessaire pour je sais plus. Je dirais non, mais il faut vérifier. Je préfère pas dire de bêtises. Je suis vraiment pas un expert de ces jeux-là. Mais après, c'est indépendant du nombre de joueurs, etc. Mais par contre, c'est pas parce qu'on a un équilibre. Enfin, on l'a vu tout à l'heure hein, sur le dilemme du prisonnier. C'est pas parce qu'on a un équilibre que c'est aussi quelque chose qui est, enfin, surtout si on n'est pas en somme nulle, hein, que c'est un optimum pour d'autres notions. Ok, ça c'est le théorème. Effectivement, il faudra regarder. Alors, il fait pas très beau aujourd'hui, mais si on va à la plage, enfin, quand vous irez à la plage, petite question un autre exemple en fait de jeu. Vous êtes sur une plage. Ok. Vous êtes sur une plage. Elle est toute droite, d'accord. C'est une plage, une grande plage normande. Et il y a des gens qui vendent des glaces, d'accord. Donc il y a plusieurs vendeurs de glaces, évidemment. Imaginons il y a 2 vendeurs de glaces. Il y a A et B. Quand vous êtes à la plage, vous n'avez pas, ils vendent tous les glaces au même prix, d'accord. C'est les mêmes parfums, ils sont pareils. Donc quand vous êtes à la plage, ce que vous avez envie de faire, c'est 1, de manger une glace, et 2, vous n'avez pas envie de traverser, enfin en tout cas vous avez envie de minimiser votre temps de déplacement pour aller chercher votre glace. Donc B, il a toutes les parts de marché qui sont, en gros, où est-ce que je vais acheter ma glace au vendeur le plus près de moi. D'accord. Donc B, il va avoir tous les gens qui sont à gauche. Je vais lui mettre des couleurs différentes. A, il va récupérer toute la clientèle qui est évidemment à sa droite. Et puis ici, on va prendre le milieu. Et puis, ils vont récupérer la clientèle qui est ici pour l'un et la clientèle qui est ici pour l'autre. Le matin, ils arrivent, mais bon, c'est un peu magique, ils arrivent tous en même... Enfin, ils se positionnent pas les uns par rapport aux autres, d'accord. Ils arrivent et puis il y a une petite feuille sur laquelle, secrètement, dans une petite cahute, ils disent, ouais, voilà, moi je vais être à telle position. Et puis, ils révèlent tout ça et du coup, ils se positionnent sur la plage. Et puis derrière, ils vont avoir des clients. Je ne l'ai pas dit, ma plage, voilà, elle est uniformément ensoleillée. Donc en fait, les clients, il n'y a pas plus de clients d'un côté que de l'autre de la plage. Hein, okay, il n'y a pas un palmier, un endroit qui fait que des gens ont envie plutôt d'être à gauche qu'à droite. Donc c'est un jeu matriciel, sauf que mon action c'est quand même un réel entre 0 et 1. Donc on est effectivement sur un domaine infini. Mais voilà, je choisis une valeur A, mon adversaire choisit une valeur B, et de façon assez simple, ça va nous dire combien est-ce que je gagne de clients. Oui. Ah, si A et B sont au même point, ils se partagent les clients. Oui, tout à fait. C'est important que ce soit des réels. Enfin, sachant que quelque chose, c'est des monographes qui sont des anciens en 0 réel. Là, tu as vraiment, en plus en plus du fait que je rappelle que les fonctions uniformément. Non, je pourrais prendre des entiers, oui, non. Si c'était des entiers, ça va peut-être un peu changer pour le raisonnement que je vais faire tout à l'heure, mais des rationnels, ça ne va rien changer. Ouais. Ouais, disons qu'il faut que ça soit dense, quoi. Donc c'est un jeu à somme nulle, d'accord. On gagne, enfin ce qu'on se partage c'est juste les clients totales. Donc les clients totales, on va dire ça vaut toujours 1. Durée finie, hein, c'est one shot, hein, on choisit ma place le matin. C'est un jeu concurrent au sens où on choisit de façon simultanée nos positions. Information parfaite, c'est déterministe et
il y a un choix infini de possibilités. Donc maintenant la question, et donc j'ai dit, là je vous l'ai fait avec 2 vendeurs, mais vous pouvez avoir autant de vendeurs. Évidemment, ce jeu-là, vous pouvez le décliner avec autant de vendeurs que vous voulez. Donc je vais faire travailler quand même un peu. S'il y a 2 vendeurs, donc la question c'est est-ce que, alors je joue pas de façon aléatoire, donc là je choisis pas de façon aléatoire ma position, hein, donc je vais jouer avec des stratégies, je l'appelle des stratégies pures, donc je ne choisis pas, je n'utilise pas d'aléa, hein, je fais pas comme j'ai dit tout à l'heure avec pierre, papier, ciseaux. D'ailleurs sur pierre, papier, ciseaux, j'ai oublié de dire un truc, si vous jouez à pierre, papier, ciseaux contre une machine, vous allez tout le temps perdre. D'accord, hein, parce que vous allez, sauf si vous avez votre petit générateur aléatoire parfait, hein, mais tout programme un peu raisonnable de pierre, papier, ciseaux, il va vous battre. Et c'est une jolie démonstration, quelque part, hein, c'est une jolie démonstration pratique du fait que l'esprit humain n'est pas capable de faire de l'aléa parfait. Ouais, non, mais la machine, elle va faire un peu d'apprentissage et au bout d'un moment, elle va se dire non mais là, ça fait trop de fois qu'il joue pierre et puis il va finir par me jouer papier. Et la machine qui va te battre à pierre, papier, ciseaux, en général, elle va te battre assez lourdement parce qu'elle ne va pas jouer de façon aléatoire. J'ai l'impression qu'on pourrait retourner ça. Parce qu'à partir du moment où ni l'un ni l'autre ne joue de manière aléatoire, savoir qui va réussir à. Non, mais si je connais le code, effectivement. Oui, je suis d'accord que. Mais en général, l'humain va être plus prédictible qu'un programme qui n'est pas explicite. Évidemment, si le programme il est explicite, effectivement, on va le battre. Je suis d'accord. Mais bon, là j'ai dévié. Donc la question, c'est est-ce que dans ce jeu-là, avec deux vendeurs, est-ce qu'il y a ou pas une équipe de Nash? Ouais, Rémi. Je dirais qu'à 2, tu joues au milieu. Bah oui. Ouais. Ouais. Donc à 2, c'est assez simple. Hein. Effectivement, on va jouer au milieu. Pourquoi? Parce que de toute façon, on a toujours intérêt à se rapprocher de son comparse. Hein. Si B il se déplace un peu, hein, si je fais un cas un peu plus extrême, un peu plus réparti, pardon. Imaginons que ça soit une équipe de Nash. D'accord. Hein, donc je raisonne juste. Disons que il y a 2 questions. Il y a est-ce qu'il y a une équipe de Nash et est-ce qu'il est unique? D'accord. Donc moi, ce que je prétends en tout cas, c'est que toute position où ils ne sont pas au même endroit, ce n'est pas une équipe de Nash. D'accord. Pourquoi? Parce que ici, il suffit que A il se rapproche un peu, d'accord, et il va gagner tout ce qu'il avait ici, et puis là il va gagner ça, et puis il ne va plus partager plus qu'une partie qui est plus petite. D'accord. Donc ce qui est clair, c'est que pour que ça soit une équipe de Nash, une condition nécessaire, ça va être que mes 2 gus ils soient au même endroit. D'accord. Et après, donc du coup, s'ils sont au même endroit, ça veut dire quoi? Ils gagnent un demi chacun. Évidemment, si mon endroit où ils sont, ce n'est pas le centre, il suffit juste qu'il y en ait un qui fasse un petit pas de côté ici, et puis il va gagner un petit pas de côté du côté le plus grand, de sorte à ce que ça reste strictement plus grand que la moitié, et il va gagner plus que ce qu'il gagnait avant. D'accord. Donc le seul cas possible, d'accord, c'est celui où vous les mettez tous les deux au centre. Donc là, il gagne un demi. Il reste encore à montrer que personne n'a intérêt à dévier. Hein, donc imaginons que A dévie un peu. Mais A, s'il dévie un peu, il va se retrouver à une position, imaginons qu'il dévie sur la gauche, mais il va se retrouver à une position où quelque part, il va gagner effectivement tout le côté, il va gagner tout A, mais par contre, ici, il va juste partager la moitié de ce qui reste. Donc en fait, il va avoir un truc qui est strictement inférieur à 1,2. D'accord. Donc dans le cas avec 2 vendeurs de glace, vous avez effectivement un équilibre de Nash. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'ils sont 3?
Ouais. Pas d'équilibre. Ouais. Alors, on va prendre, donc on a pas tous les trois au même endroit, on va prendre ce qui est plus à droite et plus à gauche. Ouais. Lui, on va donc vouloir se décaler, donc ça va être un équilibre. Ok. Donc effectivement, on commence dans le cas où ils sont à 3 endroits différents. Même deux au même endroit. Ouais, ou même 2 au même endroit. Mais en tout cas, on suppose qu'il y en a effectivement un qui n'est pas avec les autres. Et donc, on regarde celui qui est effectivement le plus au bord. Et exactement pour la même raison que tout à l'heure. Il se déplace. Puis c'est bon. OK. Donc là, on en arrive à la conclusion qu'ils doivent tous être... Le seul équilibre possible, ce serait qu'ils soient tous au même endroit. D'accord. Sauf que s'ils sont tous au même endroit, du coup, on a A, B et C ici. Ils gagnent tous un tiers. Cet endroit, il y en a un des deux, enfin, en tout cas, bon, il y a un des deux côtés où il y a au moins 0,5. D'accord. Et donc, 0,5 étant plus grand qu'un tiers, il suffira juste que ça fasse un petit pas de côté, je vais gagner quasiment la moitié de la plage. Donc, effectivement, pour n égale 3, j'ai pas d'équilibre de Nash. N égale 5, je ne le fais pas. D'accord, je vous le laisse. Non, mais bon, ouais. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Disons, là c'est pas une... Enfin, en fait, quand on dit qu'on cherche à gagner, on cherche un optimum. D'accord. Donc, l'optimum, ça peut effectivement être de gagner. Hein, tout à l'heure, quand on jouait au jeu de la tablette de chocolat, effectivement, l'optimum était de gagner. Ici, l'optimum, c'est de ne pas... c'est de ne pas gagner moins que ce qu'on pourrait assurer d'une certaine façon. Et donc, c'est d'avoir effectivement des situations où on a un extréma local, en fait. Donc après, je suis d'accord que... Enfin, il y a d'autres situations où on peut avoir envie de dire, OK, on aimerait avoir un endroit où, enfin tout à l'heure, dans le dilemme des prisonniers, effectivement, si on se met d'accord, on est bien d'accord qu'il y a une zone où on a envie d'aller, qui est celle où personne ne va se dénoncer, et c'est ce qui va minimiser notre temps de prison. Mais en tout cas, ouais, disons que ce concept, c'est vraiment un concept d'équilibre, j'allais dire presque au sens physique en fait, mais vraiment au sens d'un extrémum local. Si tu n'es pas à l'équilibre, il y a forcément un des deux joueurs qui a intérêt à changer de stratégie. L'équilibre, c'est le seul point où les deux joueurs n'ont pas intérêt à changer de stratégie. Oui, mais cet aspect, les deux joueurs, quand on fait avoir l'équilibre. Et si toi tu joues ailleurs que tu as l'équilibre, Tu perds. tu perds. Si tu vois C'est une forme de rationalité en fait. Tu vois, tu te comportes de façon rationnelle en te disant, OK, ils vont tous être raisonnables. Et, tu vois, s'il y avait plusieurs... Non, mais imaginons une situation où il y a plusieurs équilibres de Nash. Parce que ça peut arriver, des situations où il y a plusieurs équilibres. Si on est tous rationnels, qu'on réfléchit tous à l'avance, on se dit, OK, voilà, on va tous jouer de façon rationnelle, on veut tous maximiser notre truc, mais on va essayer d'aller, on va probablement tous naturellement aller vers une situation où effectivement on va être sur un équilibre. Peut-être que l'intérêt de la notion n'est pas pour les joueurs de manière individuelle, mais du point de vue des propriétés du jeu, pour savoir si je vois que le jeu il a telle propriété, peut-être qu'il ne faut pas y jouer tout simplement. Ou éventuellement changer si jamais on est dans une situation où le jeu sert à modéliser les contraintes de comportement. Après, là, je fais aussi des exemples là, c'est des exemples de jeux à un seul coup, où on joue qu'une seule fois. D'accord, on peut aussi imaginer des jeux où on va répéter. D'accord, donc on pourrait imaginer le dilemme du prisonnier. J'y vais, je le joue plusieurs fois. D'accord, et puis ma peine, bon, c'est peut-être une fonction où effectivement il va y avoir une sorte de décroissance exponentielle ou une moyenne ou un truc comme ça. Puis par exemple, là, je pense que dans ce cas-là, typiquement, une bonne stratégie, ça va être de se taire.
d'accord, je me tais, jusqu'au jour où j'ai été trahi, auquel cas je dénonce tout le temps. Donc là il y a des comportements de type punition en fait, où effectivement je joue. Tant qu'on est faire, ça va. Puis si un jour je prends la grosse peine de prison parce que mon adversaire il a basculé, ben moi aussi je vais basculer et du coup on va se retrouver à nouveau à aller dans une situation où après à la limite ça va se sommer sur... ouais. Dans le cas n égale 3, une stratégie randomisée auquel il y aurait un équilibre, ce serait quoi? Alors déjà, on n'est pas dans le cas du théorème de Nash parce qu'il y a une infinité d'actions. Il n'y en a peut-être pas. Ouais. Oui. Je rebondis sur le point local, justement, notamment dans le théorème de Nash, parce que j'ai pas noté tout à l'heure les deux, il est unique. Non, il n'est pas unique. Non. Juste garantie d'existence. Ouais. Mais du coup, même quand il n'y a pas unicité, tu peux avoir j'imagine, des phénomènes où tu as un équilibre. Ouais, alors après, il faut voir ce que ça veut dire être meilleur, parce que meilleur pour qui parce que là ça dépend des... Enfin, il y a des joueurs pour qui ça va être plus intéressant et d'autres pour qui ça va être moins intéressant. Donc effectivement, on pourrait... typiquement, voilà, si en plus on n'est pas à somme nulle... ouais. Oui. Dis-moi si ce que je dis est faux, mais Internet semble dire que la finitude qui est importante, c'est le nombre d'actions successives. Donc s'il y a une seule action... Ah, si on joue qu'un seul coup, d'accord. Ben, moi, je fais confiance à Internet. Hein. A priori, il doit y avoir un équilibre de Nash, parce que si je peux être dans un compact, Ouais. si chaque blanc je vais être dans un compact, il y a quand même l'existence de l'équilibre de Nash. Bah, du coup, vous avez un exo pour... Ouais, je ne l'ai pas dit, c'est pas... donc, effectivement, j'aurais peut-être dû le dire. En fait, moi, je travaille assez peu sur ce type de jeu. Moi j'aime bien les trucs simples, donc je bosse plutôt sur les jeux, sur les graphes tels que je vous ai rappelé tout à l'heure. Sauf que la plupart des travaux que j'ai faits dans ce domaine, c'était plutôt sur des graphes infinis, finiment présentés, parce que sinon, évidemment, c'est un peu algorithmiquement difficile. Je crois que je le dis un peu plus tard, c'est pourquoi est-ce que ces jeux sur les graphes ils sont intéressants, hein, donc le jeu de la tablette de chocolat. Ils sont intéressants parce que c'est une manière de modéliser un système. D'accord ? Donc il y a des actions que je vais contrôler, il y a des actions que mon adversaire va contrôler, et quelque part, dans mon graphe, je peux voir les sommets de mon graphe comme des états de mon système. D'accord ? Et donc il y a des endroits où c'est moi qui vais pouvoir contrôler, et puis il y en a d'autres où ça va être l'environnement, on va dire l'utilisateur par exemple, qui va pouvoir contrôler. Et ce qui est intéressant, c'est d'assurer les propriétés du système. Et donc, c'est éventuellement, voilà, si j'ai un peu de non-déterminisme, par exemple, dans un programme, c'est comment est-ce que je fais pour restreindre ce non-déterminisme, là où moi je choisis, de sorte à ce que quoi que va faire l'environnement, donc l'utilisateur, quel que sera l'input du programme, par exemple, il termine. D'accord, juste un truc tout bête, voilà, de dire que mon programme termine. Et ça, c'est des choses qu'on va modéliser comme des questions de jeu, hein, parce que quelque part, terminer, c'est atteindre un état que j'ai décrété comme étant final. Et donc, algorithmiquement, voilà, tout l'intérêt, c'est est-ce que je suis capable de vérifier ça, est-ce que je suis capable d'implémenter des stratégies pour faire ça. Et alors, pourquoi est-ce que je regarde des graphes infinis? C'est parce que, en pratique, nos programmes, ils vont typiquement utiliser une structure de pile ou n'importe quelle autre structure de données un peu compliquée, où il va travailler même sur des entiers ou ce genre de choses. Et donc, évidemment, le graphe des configurations de mon programme, a priori, il est quelconque, il est infini, mais en général, il est finiment présentable parce que, typiquement, si ça vient d'un programme, c'est juste une présentation finie de cet objet-là. Et donc, toute la question, c'est est-ce que l'algorithme que je vous ai présenté tout à l'heure et que je vous représenterai plus tard un peu plus formellement, hein, donc pour décider est-ce que je peux un jour atteindre un sommet final, est-ce que ça, je suis capable de le faire pour un graphe infini qui vient avec une présentation finie. Donc typiquement,
Tout ce qui est graphe de transition d'un automate à pile, donc pour ceux qui connaissent les automates à pile, mais maintenant c'est au programme. Donc, non? Ah non. Oh ouais, bon, c'est pareil. C'est pareil. Ok, alors, je prends une grammaire, et puis voilà, les sommets, ça va être l'état de ma dérivation, et puis je vais avoir des transitions pour chacune des règles de dérivation. Donc a priori, je peux avoir des comportements complètement divergents. Donc mon graphe de transition, il est infini. Et pourtant, si je me pose la question voilà, de savoir alors, qui est le joueur qui joue, on va dire, par exemple, on joue à tour de rôle, ou si la première lettre dans mon dérivé, c'est tel truc, c'est tel joueur qui joue. Dans ces graphes infinis, en fait, on a des algorithmes qui permettent de résoudre les jeux d'accessibilité. D'accord. Et donc tout ça, voilà, tout ça, ça vient. C'est aussi motivé par des questions de type model checking. Donc voilà, j'ai un programme et puis j'ai envie de vérifier une propriété. Et en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire une version abstraite avec un jeu et on va montrer qu'il est équivalent de résoudre le jeu. Enfin, de dire que le premier joueur dans ce jeu-là gagne, il va gagner si et seulement si le programme vérifie la propriété qu'on souhaite vérifier. Et donc toute la question, c'est la première question, c'est comment est-ce que je fais pour modéliser mon programme dans un graphe donné par une machine un peu raisonnable. Et puis la deuxième question, c'est voilà, comment est-ce que je fais pour résoudre ce jeu. Et évidemment, plus vous allez utiliser des paradigmes de programmation compliqués, plus vous allez avoir besoin d'un objet compliqué, donc il sera sûrement plus compliqué qu'une gentille grammaire ou qu'un gentil automate à pile. Moi, je préfère des automates à pile. Et donc, du coup, voilà, vous allez regarder des automates avec des structures additionnelles de plus en plus complexes, pour lesquelles vous gardez quand même la décidabilité du calcul dans les jeux. Alors, il y a deux autres types de jeux dont je ne vais pas parler, enfin aussi je vais en parler un tout petit peu après, mais de façon relativement rapide. Les jeux randomisés, d'accord, donc tous les jeux où quelque part, bon là j'ai mis le jeu de loi, mais tous les jeux où une fois que les joueurs ont choisi leur action, l'état d'après est tiré au hasard selon une loi de probabilité qui est connue et qui permet donc de déterminer le choix d'après. Il y a les jeux à information imparfaite, donc c'est la roulette russe. La roulette russe, vous savez qu'il y a une balle quelque part, puis au fur et à mesure vous savez qu'elle se rapproche, mais vous ne savez pas exactement où elle est. D'accord ? Ou les jeux à information imparfaite, voilà, c'est je suis en train de jouer au tarot, oui, je sais que l'excuse est passée, mais le petit, je ne sais pas trop où il est, donc voilà. Donc ça c'est des et évidemment dans la roulette russe, au début, je fais tourner mon barillet, donc on peut aussi considérer qu'il y a un peu d'aléa dans ce jeu-là. Donc quand vous allez sur ce genre de jeu, aussi bien jeu randomisé et pire encore, jeu à information imparfaite, il y a un certain nombre de choses qui sont plus compliquées, qui ne marchent pas, pour lesquelles on n'a pas forcément des stratégies, il n'y en a pas toujours un qui gagne de façon certaine, etc., etc. Donc ce qui est intéressant quand on va regarder ce genre de choses, c'est que effectivement, voilà, on va aller toucher un peu des questions avec des probas, ce genre de choses. Donc moi, les jeux qui m'intéressent, effectivement, j'ai dit que c'était des jeux sur des graphes infinis, mais ça, je ne vais pas vous torturer avec ça. Mais par contre, j'aime bien que les jeux ils durent très longtemps. Donc en général, ce qu'on regarde, c'est des jeux à durée infinie. Donc du coup, la condition de gain, alors quand je dis durée infinie, c'est durée infinie ou a priori pas bornée. D'accord ? Donc quand je joue un jeu d'accessibilité, pour atteindre un truc, peut-être que je vais boucler à l'infini, peut-être qu'effectivement au bout de 10 coups je serai arrivé. Et donc du coup, les conditions de gain que je regarde, en général, elles parlent de comportement, on va dire, à la limite. Donc typiquement, je vais dire, je gagne si je visite infiniment souvent un état final. D'accord ? Donc je ne sais pas, je suis une imprimante et infiniment souvent, mon état doit être que je peux imprimer un nouveau job.
Ça peut être des propriétés de type sûreté. Jamais je ne vais arriver dans un mauvais état. D'accord. Donc MonOS ne va jamais cracher. Ou il va cracher qu'un nombre fini de fois. Il peut y avoir aussi des choses où il y a de la causalité. Donc chaque fois que je vois un état bleu, plus tard je vois un état rouge. Donc chaque fois que j'envoie un job à l'imprimante, tôt ou tard l'imprimante me sort quelque chose. Pas forcément le job, mais quelque chose. On peut aussi avoir des choses où il y a des valeurs, où il y a des entiers. Donc, enfin, des entiers ou des réels, ou ce qu'on veut. Donc, du coup, on va aller à chaque action, on va gagner quelque chose, d'accord. Et puis, on va prendre une moyenne pondérée, par exemple, et puis on va dire, voilà, je veux que mon gain, à la limite, il soit positif, d'accord. Déjà, il faut que la limite, elle existe, évidemment. Et que mon gain, à la limite, ou autrement, on va regarder l'alimètre ou ce genre de choses. Donc, voilà, ces jeux-là, pourquoi est-ce qu'ils sont intéressants? Ils sont intéressants pour, si on veut raisonner sur des systèmes qui, a priori, n'ont pas de bonnes raisons de s'arrêter au bout d'un certain moment. Hein. Donc, j'ai donné l'exemple de l'OS tout à l'heure, mais typiquement, effectivement, quand vous allez vouloir parler d'un système, il n'y a pas de raison de dire à l'avance qu'il va mourir au bout d'un certain temps. Ça, c'est aussi intéressant parce que, effectivement, vous allez vouloir faire de la vérification de programmes, et donc c'est ce que j'ai un peu évoqué tout à l'heure. Quand on fait des programmes, on va vouloir modéliser ça typiquement dans un graphe. On va modéliser la formule, par exemple, comme un automate fini. Et puis, on va faire un produit cartésien entre les deux, qui est moralement le fait qu'on est en train de lire l'exécution du programme en même temps par l'automate, et notre automate qui représente la formule. Et vu qu'on va parler de comportement infini, probablement que notre automate, ça ne sera pas un automate avec une condition de type accessibilité, mais plutôt une condition de type infiniment souvent, on passe dans un état final. Donc quelque part, on traduit le fait de vérifier un comportement par être capable d'avoir une stratégie gagnante dans un jeu. Ici, j'ai mentionné les automates sur les arbres infinis, parce que c'est mon objet préféré. Donc vous connaissez les automates sur les mots. Vous connaissez peut-être les automates sur les mots infinis. Vous connaissez peut-être les automates sur les arbres finis. Il n'y a plus personne qui fait oui. Du coup, je ne peux pas faire. Vous connaissez les automates sur les arbres infinis. Alors, donc ça, c'est un arbre infini. D'accord. Enfin, vous imaginez qu'il est infini. Vous mettez des lettres dessus. Donc là, c'est un arbre. Sur les sommets. Donc en fait, c'est quoi, hein, c'est juste. Un arbre, c'est juste une fonction des mots sur 0,1, des mots finis sur 0,1 dans un alphabet fini. Donc ça, c'est un arbre infini. Donc c'est juste une fonction qui a à chaque sommet. 0, c'est à gauche et 1, c'est à droite. Et puis, du coup, j'associe une lettre. Et exactement de la même façon qu'on a des... Oui. Ouais, bon, bah, après, on peut couper des morceaux si tu veux. Non, ce qu'on veut, c'est qu'il soit clos ce qu'on veut, c'est que le domaine soit clos par préfixe. Ça, sinon, c'est plus un arbre. Mais effectivement, je pourrais prendre une fonction partielle du moment que le domaine est préfixe clos. Et du coup, le lien qu'on fait entre cette fonction d'arbre, c'est les remiraillage. Oui, exactement. Ouais, par exemple, lui, c'est... là, je pourrais imaginer que j'ai mis des 0 et des 1. Hein. Donc, lui c'est le mot vide. Lui, c'est 0. Lui, c'est 1. Là, ça, c'est le sommet 0, 0. Là, c'est le sommet 0, 1. Là, c'est le sommet 1, 0, 1, 1, etc. D'accord. Donc, un nœud de l'arbre... pardon, je dis sommet. Un nœud de l'arbre est étiqueté par le mot qui définit le chemin de la racine à ce nœud.
Oui. Ça va être important, le fait que tu as un sens un peu topologique de c'est un chemin ou n'importe quelle numérotation, du style la numérotation prend en compte gauche, droite, numéro, enfin avec des entiers vers les nœuds. Ah, si je les numérotais différemment Ouais, des trucs comme pour l'état, en deux fois ton numéro plus 1 plus 2 en fonction de tes enfants. Du coup, une autre numérotation. Non, mais là c'est en tout cas, là c'est juste une manière de le présenter, quoi. Mais Pour le fait que ce soit des chemins, ça encode des chemins, finalement, c'est pas. oui. Ouais, de toute façon c'est en objection tout ça, non? Ouais, je vais vous dire ce que j'en fais d'abord. Donc par exemple sur les mots finis, d'accord, bah, on dit ah, tiens moi je veux accepter, je veux un automate qui me reconnaisse les mots qui ont un nombre pair de A, d'accord. Ici on va avoir des automates, donc là c'est la même, donc là j'ai un arbre, d'accord. Ce qui m'intéresse, d'accord, c'est les langages, d'accord, donc c'est des ensembles d'arbres, ok. Oui parce que je ne l'ai pas dit, mais un mot, hein. Un mot, c'est quoi? C'est une fonction de 0 étoile dans A. Hein, d'accord? Ah oui, un mot infini. Pardon. C'est une déformation professionnelle. Mais voilà, non, mais un mot... parce que ça, c'est en bijection avec n. Et du coup, je suis juste en train de dire, à la énième lettre, c'est A, c'est B, c'est C. Donc du coup, comment je fais pour faire des automates là-dedans? Donc un automate d'arbre, je ne pensais pas que j'allais vous entraîner là-dessus, je suis désolé. Donc il y a un ensemble fini d'états, d'accord, c'est un automate fini, d'accord. Il y a un alphabet d'entrée, d'accord, je vais lire des arbres étiquetés par grand A. Et puis j'ai une relation de transition, delta. Et delta, c'est quoi? C'est un sous-ensemble de Q croix A, croix Q, croix Q. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si là, donc, ça, ma machine, elle va marcher comment? Ici, je suis dans l'état Q. Hop, je lis la lettre B. Je vais regarder dans ma table un quadruplé qui commence par Q et B. D'accord? Par exemple, Q, B, Q1, Q0, Q1. Imaginons que j'ai ce truc-là qui appartienne à delta. Bah, du coup, en automate, qu'est-ce qu'il fait? Il va à gauche lancer l'état Q0 et à droite lancer l'état Q1. Un automate d'arbre, ça marche comme ça. D'accord? Donc ça regarde le nœud où il est, l'état dans lequel il est, la lettre sur le nœud où il est, puis il va balancer de façon concurrente un fils à gauche, un fils à droite. Puis tout ce petit monde va continuer à vivre gentiment. C'est pareil qu'un automate fini sur les mots, hein, sauf que il n'y a qu'une seule direction où j'envoie, mais je regarde où je suis, je regarde mon état, je regarde ce que je lis, puis je décide d'envoyer dans une seule direction, pour le coup, l'état d'après. Là, je suis sur un arbre, donc j'en envoie deux. D'accord? Donc, un calcul d'un automate sur un arbre, c'est un étiquetage de mon arbre par des états, de sorte à ce que, localement, les quadruplés que j'obtienne appartiennent à ma relation de transition. D'accord? Donc, le calcul d'un automate sur un arbre, c'est aussi un arbre. D'accord? Sauf que cette fois, c'est un arbre qui est étiqueté par Q. Ok? Si je prends mes deux arbres que je les mets l'un sur l'autre, effectivement, c'est cohérent avec delta. Donc ça, je vous ai juste expliqué comment est-ce que je fabriquais une machine pour aller lire des arbres infinis. Donc pour l'instant, ce n'est pas très intéressant parce qu'à un moment, il va falloir que je décide est-ce que mon arbre il est accepté ou est-ce qu'il est rejeté. Donc vous avez dit qu'il y en avait qui connaissaient les mots infinis. Donc si je veux faire
des automates sur les mots infinis, bah, c'est exactement comme un automate sur les mots finis, sauf qu'il ne s'arrête jamais. D'accord ? Et donc, quand est-ce qu'on dit que le mot il est accepté ou pas? En général, on a une condition du type infiniment souvent, j'ai vu un état final. Donc j'ai des états finaux, puis je dis infiniment souvent, je vois un état final. D'accord? Donc avec ça, je vais par exemple reconnaître les mots comme une infinité de A. Pourquoi? Parce que je vais aller, à chaque fois que je lis un A, je vais aller dans l'état final, et puis si infiniment souvent je suis allé dans l'état final, ben, c'est que j'avais vu un nombre infini de A. Un automate déterministe qui va reconnaître les mots qui ont une infinité de A. Je vais pouvoir reconnaître les mots qui ont un nombre fini de A. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre pendant longtemps, puis un jour je vais décider qu'il n'y a plus de A. Je vais sauter dans un état final, et je vais avoir droit de rester dans cet état final, sauf si un jour je lis un A, auquel cas je suis puni, et puis plus jamais j'ai le droit de rien faire. D'accord? Donc il faut que je devine au bon moment qu'il n'y aura plus jamais de A. D'accord? Donc ça c'est un exemple d'un automate non déterministe qui reconnaît les mots qui ont un nombre fini de A. Vous pouvez montrer que ce langage-là, vous ne pouvez pas le reconnaître avec un automate déterministe. Donc sur les mots infinis, vous ne pouvez pas déterminiser les automates, ce qui est embêtant. Vous pouvez les déterminiser, mais il va falloir prendre une condition d'acceptation qui va être un peu plus compliquée. Et donc sur les arbres, c'est pire que ça, parce que la différence entre un arbre et un mot, c'est qu'il y a une infinité de branches, d'accord? Et donc du coup, il va falloir que j'ai une condition d'acceptation pour mon automate. Donc je vais dire que j'ai un sous-ensemble F d'états finaux. Et je vais dire que mon arbre il est accepté, enfin que mon calcul il est acceptant, si quelle que soit la branche que je regarde dans ce calcul, il y a une infinité d'états finaux le long de cette branche. C'est la définition, voilà. C'est la définition qu'on a choisie. D'accord ? Donc ça me donne quoi? Ça me donne effectivement, une fois que j'ai un automate, du coup, un automate va me définir un ensemble d'arbres infinis qui sont acceptés. Et donc ça, je dis que c'est un langage reconnaissable d'arbres infinis. Et donc là, je peux me poser plein de questions. En général, il y a deux questions qu'on aime bien se poser quand on fait de la théorie des langages formels. C'est est-ce qu'on est capable de décider si un langage il est vide? C'est quand même bien de savoir s'il y a au moins un objet dans ce qu'on a décrit. Et puis, il y a l'autre question qu'on aime bien se poser, c'est est-ce que c'est clos par union, intersection, complément. Alors, si je prends cette condition-là, en fait, c'est pas clos, c'est pas une algèbre de Boole, donc ça, c'est embêtant. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, je vous ai menti. Ici, en fait, on va avoir quoi? Ça sera utile pour tout à l'heure. On va avoir une fonction de coloriage. Donc, ρ, c'est une fonction... C'est vrai. Mais ouais, mais vous m'avez interdit d'utiliser le tableau du milieu. Ah oui, ah d'accord. C'est pour ça que vous me grondiez tout à l'heure. Ok. Ouais. Mais vous voyez là. Non, mais là, je n'ai plus rien écrire. Ah ouais, non, mais si vous me demandez en plus d'allumer la lumière... Non, mais je vais faire un truc plus ambitieux, je vais remettre là. Donc, un automate sur les arbres infinis, somme d'états, un alphabet, donc on va lire des arbres étiquetés par grand A, une relation de transition qui me dit globalement, un petit zoom comme ça, si je suis dans l'état Q, que je lis un nœud étiqueté par A, je peux aller dans Q0 à gauche et dans Q1 à droite, une sorte de petit domino là, je pourrais paver mon calcul comme ça. Et puis, du coup, je vais avoir besoin de ρ, qui sera une fonction qui va associer à chaque état un entier. Et donc, maintenant, quand j'ai mon calcul, je vais regarder une branche,
Et le long de cette branche, donc j'ai des états. Et je vais regarder quelle est la plus petite couleur qui se répète infiniment souvent. C'est comme ça. Donc en fait, ce qui m'intéresse, c'est la liminf de la suite des rho de QI, si je considère que j'avais fait Q0, Q1, Q2, etc. La branche, elle va être acceptante si ça, c'est pair. Okay, c'est la définition. Si j'étais avec mon truc état finaux, état non finaux, état final, couleur 0, état non final, couleur 1, la plus petite couleur infiniment souvent répétée, c'est 0, si et seulement si il y a un état final qui est infiniment souvent répété le long de la branche. Donc là, j'ai une sorte de condition un peu plus compliquée. Et je vais dire que mon calcul, il est acceptant si le long de toutes les branches, la plus petite couleur infiniment souvent répétée, elle est paire. Ça s'appelle un automate de parité. Et donc là, je définis des langages d'arbres. Je dis, voilà, un automate comme ça, avec cette condition-là, il accepte un arbre si et seulement si il existe un calcul, parce qu'il est non déterministe, mon automate, il existe un calcul dans lequel, quelle que soit la branche, la plus petite couleur infiniment souvent répétée le long de cette branche, elle est paire. Si je fais ça, j'ai une algèbre de boules. Donc, je peux faire l'union de mes langages. Ça, c'est facile. J'ai des automates non déterministes, donc l'union, c'est facile. Je peux faire l'intersection. C'est pas trop dur. Je vais pouvoir les faire marcher en parallèle. Le truc qui est compliqué, c'est est-ce que je peux complémenter? Ça, c'est vraiment pas facile. Donc, la complémentation là-dedans, c'est super compliqué. Enfin, c'est super compliqué. C'est un résultat non trivial, on va dire. Et pour montrer la complémentation des automates d'arbres, ce n'est pas la preuve historique, mais la preuve moderne, elle utilise un résultat sur les jeux de parité. Donc je vais vous dire la définition dans 2 minutes. Et donc j'essaierai de vous donner l'énoncé cet après-midi. Donc les jeux... Oui. Quand on dit langage, un langage est un ensemble c'est un ensemble d'objets qu'on a affectés à droite. Ouais. C'est Et à quel moment interviennent les M là? M n'intervient jamais dans ce contexte. Ah, M, c'est les mots. M, c'était juste quand je voulais dire ce que c'était qu'un mot. Je vous ai dit un mot, c'est un peu comme un arbre, sauf que c'est un arbre un peu triste parce qu'il n'y a qu'une seule branche. Et donc dans ce contexte, on n'a pas du tout de M. Ouais, non, il n'y a pas de M. Ouais. Mais par contre, effectivement, je peux définir les automates sur les mots infinis. Effectivement, je les ai évoqués tout à l'heure. J'ai dit c'est comme un automate sur un mot fini, sauf que on le fait marcher à l'infini et qu'on va dire qu'un calcul il est acceptant s'il y a infiniment souvent un état final qui est visité le long du calcul. Ce que j'ai évoqué tout à l'heure, j'ai dit que les langages qui ont un nombre fini de A, on sait les reconnaître de façon non déterministe. Comment je fais? Je décide qu'un jour il n'y aura plus de A et puis je vais dans un état final et je suis puni si je me suis trompé. J'ai sous-entendu qu'on ne pouvait pas le faire de façon déterministe. Donc il n'y a pas d'automate déterministe qui sait reconnaître les mots qui ont un nombre fini de A. Donc quelque part, si je regarde les automates sur les mots infinis avec une condition dite de Buchy, donc, qui est celle de dire qu'infiniment souvent je vois un état final, ils ne sont pas clos par complémentation. D'accord, si je suis sur les déterministes, ou en tout cas dit autrement, je ne peux pas rendre un automate non déterministe déterministe. Par contre, je pourrais prendre exactement la même définition que j'ai ici. Je pourrais dire, voilà, je prends des automates sur les mots infinis. Chaque état est associé à un entier. Je regarde la plus petite couleur qui apparaît infiniment souvent dans mon calcul. Donc ça me définirait aussi des familles de mots infinis. Ça ne m'en définirait pas plus que si je dis les états finaux infiniment souvent répétés. Par contre, ça me permettrait de déterminiser quoi qu'il se passe. Donc c'est pour ça, je veux dire, cette condition, elle vient entre autres choses du fait que sur les mots infinis, ça me permet de rajouter un peu d'informations, de raffiner un peu tout ça et
de faire de pouvoir déterminiser. Et déterminiser, c'est hyper utile. D'accord ? Pourquoi est-ce que c'est important dans la vraie vie de déterminiser ? C'est que ça me permet de faire des produits, de faire un produit cartésien entre la machine qui dit c'est bon ou c'est pas bon, donc l'automate, et puis un graphe par exemple dans lequel je serai en train de me balader. D'accord ? Donc j'ai un objet a priori non déterministe, un graphe dans lequel je me balade, et puis j'ai envie à la volée de valider est-ce que le chemin il sera bon ou pas. Si je dois deviner des choses en même temps que je fais le chemin, ça ne marche pas. D'accord ? Il y a une sorte de dissymétrie, je dois deviner en même temps que je construis, et si je ne suis pas tout seul. Si c'est unique, d'accord ? Si c'est déterministe, je peux en même temps, quelque part, mon arbitre, mon juge, je peux l'intégrer dans mon objet type graphe non déterministe. Et donc, voilà, donc on a beaucoup dérivé, mais effectivement, quand vous vous intéressez à la théorie des langages d'arbre infini, assez rapidement, vous êtes obligé de regarder des choses sur des jeux, sur des graphes finis, où le but va être de faire des parties infinies, et où on va avoir un graphe dont tous les sommets, ah oui, là c'est vraiment la preuve que j'ai dérivé, où on va regarder ce qui s'appelle des jeux de parité. Donc c'est quoi ? C'est des jeux sur un graphe. Les sommets sont partitionnés entre sommet pour la première joueuse et sommet pour son adversaire. Et chaque sommet va avoir une couleur. D'accord ? Un entier. Et puis, donc une partie, ça va être quoi ? Ça va être un chemin infini dans ce graphe. Il n'y a pas de raison que ça soit un DAG, donc il va y avoir des boucles, on va revenir. Et la première joueuse va gagner si et seulement si la plus petite couleur infiniment souvent répétée dans la partie est paire. Ça, c'est ça la définition d'un jeu de parité. Et c'est un objet vraiment fondamental quand on fait de la théorie des automates sur les arbres infinis, parce que le fait d'être capable de montrer que dans ces jeux-là, il y a des stratégies qui sont particulièrement simples, ça va nous permettre, à un moment, d'avoir une construction pour complémenter ces objets-là. Ça, j'en parlerai pas, mais en tout cas, c'est vraiment la base, et c'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de gens qui se sont excités sur cette question de ces jeux dits de parité. Oui. Donc les stratégies gagnantes qui permettent de passer par un nombre de fois, c'est forcément des circuits où on revient à un point de départ, ou est-ce que ça peut être quelque chose de plus compliqué, un chemin infini ? Ça peut être totalement n'importe quoi, parce qu'en fait, tu n'es pas tout seul à jouer. Ouais. Donc moi, je vais tout le temps faire... Alors, il se trouve que les stratégies dans ces jeux-là, elles sont très simples. C'est qu'elles ne dépendent pas du passé. Je joue toujours la même chose. Ça paraît un peu naturel, effectivement, on se dire, mais pourquoi est-ce que j'aurais besoin de savoir par où on est passé avant pour choisir mon coup ? Mais par contre, mon adversaire, lui, peut faire n'importe quoi. Donc, à la limite, ça ne dit rien sur la périodicité des coups qui vont être joués par mon adversaire. Donc, c'est des jeux sans mémoire. Mais quand vous jouez aux échecs, les échecs, c'est un cas particulier de ces jeux-là, d'accord ? C'est des jeux beaucoup plus simples, puisque quelque part, quand on arrive dans l'échec et mat, on pourrait considérer qu'il y a une boucle, et puis là, je mets la couleur 0, donc si j'arrive là-dedans, c'est moi qui, ad vitam aeternam, je reste dans 0. C'est la seule couleur infiniment souvent visitée, donc ça correspond à la définition. Quand vous regardez dans un magazine une question sur un jeu d'échecs, il vous donne toujours la position de l'échiquier, et il ne vous dit pas comment vous êtes arrivé à tel endroit. D'accord ? Donc c'est bien la preuve, c'est bien un incent en tout cas, que typiquement dans ces jeux de type accessibilité, il n'y a pas besoin de se rappeler comment on est arrivé à quel endroit. Le corridor, quand vous allez vous amuser avec, vous n'allez pas demander au programme, le programme vous donne l'état du corridor au tenté, il ne vous dit pas comment vous y êtes arrivé. Évidemment, si vous jouez avec vos enfants, ils vont commencer à avoir un truc, ils vont commencer à réfléchir, et vous allez naturellement avoir envie de dire « Ah ouais, mais là il m'a mis un mur comme ça, parce qu'en fait il a envie de me faire ça, etc. » Mais en fait, la vérité, c'est qu'on n'a pas besoin de l'historique pour prendre un choix. Ça, c'est parce qu'on suppose justement qu'il peut se passer n'importe quoi. On suppose que l'autre va jouer de manière rationnelle. Mais si on suppose qu'il suit une stratégie particulière, comme on en parlait par exemple pour le Shikumi, l'historique qu'il y a permet éventuellement de prédire des choses dans le passé. Ouais, parce que
Même pas en fait. Non. Non, le Shifumi, ce qui va te perdre dans le Shifumi, c'est que on va se dire, ok, j'ai envie de jouer de façon un peu aléatoire, et on va se dire, ah tiens, mais là, ça fait longtemps que j'ai pas joué ce truc-là, donc je vais le jouer, ou au contraire, ah mais non, mais là, je vais le piéger, parce que je vais jouer plusieurs fois Pierre. C'est pour ça qu'un système de type apprentissage va tout le temps te battre au Shifumi, mais c'est parce que quelque part, l'humain est prédictible, quoi. Oui, oui, je suis d'accord, mais C'est parce qu'on a fait sauter l'espoir de pouvoir prédire quoi que ce soit qu'on dit que ça sert à rien de regarder ce qui s'est fait avant. non, mais c'est pas. En fait, je suis tout le temps en train de parler d'optimum. Donc quelque part, l'optimum, ça se définit toujours par rapport à mon adversaire qui serait lui-même optimal, en fait. Donc quelque part, effectivement, je ferai des choses un peu plus formellement après la pause, mais quand on va définir une stratégie, on va définir ça en fonction effectivement de ce qui s'est passé, et on va dire qu'une stratégie elle est gagnante si quelle que soit la stratégie de notre adversaire, je l'emporte. D'accord ? Parce qu'on sera dans des mondes, effectivement, moi je vais être dans des mondes beaucoup plus gentils que le Shifumi, où il y a des histoires de je ne gagne pas tout le temps, etc. Là dans les jeux de parité, ou dans le jeu d'échecs, ou enfin dans des jeux basiques comme ça, il y a toujours un des deux joueurs qui a une stratégie gagnante. Donc, de toute façon, après, voilà, si on joue, quelque part, je pourrais gagner contre un adversaire qui joue mal, mais jouer mal, quelque part, c'est changer le jeu. C'est être en train de dire, voilà, il y a un espace des stratégies qui a été restreint, et donc, du coup, je suis dans un nouveau jeu. On est d'accord que sur un jeu de parité, là, sur quasiment n'importe quel jeu infini, ça n'a rien d'évident que l'un des deux joueurs ait une stratégie gagnante sans mémoire. Ouais, c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. Non, absolument pas. Alors, le cas le plus simple, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, le jeu de la tablette de chocolat. Quelque part, voilà, on a construit la stratégie. Effectivement, après, c'est pas. Non, après, il faut vraiment le faire de façon constructive, être capable de calculer la stratégie. Et puis, on se rend compte, effectivement, cette stratégie ne dépend que de la position courante. Ouais. Mais par contre, voilà, ça dit des choses après, effectivement, en général, les preuves du fait que sur les jeux de parité, il y a des stratégies qui ne dépendent pas du passé, donc qui sont sans mémoire, c'est des preuves qui sont constructives. D'accord ? En fait, on construit une stratégie et puis on dit, ah ouais, super, elle est optimale, elle est gagnante, et d'ailleurs, elle ne dépend pas du passé. D'accord ? Je ne connais pas de preuve de cette. Enfin, peut-être qu'il y en a, mais à ma connaissance, il n'y a pas de preuve de l'existence qui soit pas par exhiber une stratégie. On a encore 10 minutes ou vous m'avez dit à écart ? Mais vous me dites. Non, mais j'en ai presque plus. Mais juste peut-être. Ouais. Allez-y. Non, mais j'en ai pas pour une demi-heure. Ouais, non, mais je vous donne juste quelques définitions, mais je les donne de façon informelle, et après le déjeuner, je donnerai des définitions un peu plus formelles. Et le but, ça sera essentiellement de donner un algorithme, de formaliser l'algorithme qu'on a vu tout à l'heure pour les jeux d'accessibilité. Derrière, d'évoquer comment est-ce qu'on fait pour les jeux de Buchy, donc voir infiniment souvent l'état final. Éventuellement d'évoquer comment est-ce qu'on fait pour un jeu de parité. Comme ça, je ne suis pas sûr d'y arriver. Donc, un jeu, c'est quoi, hein ? De façon un peu informelle, mais un tout petit peu quand même, ça va être un ensemble d'états. D'accord ? Vous pouvez vraiment imaginer, on a un graphe, des actions pour chaque joueur, et puis une fonction de transition qui définit la dynamique de comment est-ce que je fais pour passer d'un endroit à un autre. Et puis derrière, j'ai une fonction dite de gain ou une fonction de paiement. Du coup, une partie, ça va être quoi ? Ça va être une suite d'états qui vont être déterminés par des choix successifs des joueurs. Et donc, une partie, elle est peut-être infinie, d'accord ? Mais en tout cas, à la fin, elle se voit attribuer un gagnant et
Et un perdant si je suis sur un jeu de type gagnant-perdant, ou sinon un paiement de façon unique pour chaque joueur. Quand tu appelles paiement, c'est un réel Ouais, c'est un réel. Ouais. Donc typiquement, ce que je vais faire, je pourrais regarder la liminf de la somme pondérée, de la moyenne pondérée de gains que je gagnerai à chaque coup. Le truc est important. Vraiment, la fonction qui est importante, enfin la notion qui est importante, c'est la notion de stratégie. Une stratégie, c'est quoi? C'est je regarde tout mon historique, donc tous les coups qui ont été joués, et je choisis mon prochain coup. D'accord? Donc, une stratégie, quand je le ferai de façon un peu plus formelle, je dirais que c'est quoi? Si j'appelle S mon ensemble de sommets dans mon graphe, enfin ou V par exemple, je vais dire c'est une fonction de V étoile dans V. Alors, j'imagine que j'ai un graphe, d'accord? Les sommets, ils s'appellent grand V, et mon graphe, il est non étiqueté. Donc en fait, ça me dit, voilà, si tu as fait le chemin V0, V1, V2, V3, V4, tu vas aller, c'est à toi de jouer, tu vas aller à tel endroit. Ça, je vous ferai remarquer que ça ressemble beaucoup à ça. D'accord? C'est une fonction des mots dans un autre alphabet, qui ici se trouve être le même, mais donc en gros, c'est un arbre. Ok? Je regarde, vous voyez, mon arbre, c'est quoi? C'est l'ensemble de toutes les manières. Imaginons que j'avais mon sommet de départ, c'était V0, puis il y avait peut-être que deux possibilités, V1 et V2. Et puis quand je suis dans V1, je peux retourner en V0 ou je peux aller en V4. Quand je suis en V2, je peux aller en V3 ou en V1, etc. Donc c'est l'arbre de tout le dépliage. Vous voyez, je prends mon graphe là, et ce matin, on a vu quelqu'un qui prenait un joli cube et qui le dépliait. Mais moi, c'est pareil, je prends un graphe et puis je le secoue, puis je le déplie. D'accord? Et ça me donne quoi? Ça me donne un arbre infini. Et du coup, tout mon truc, une stratégie, c'est quoi? Ça revient à dire, ah ouais, si je suis arrivé ici, en fait, je vais aller à gauche. D'accord? Ou je vais aller à droite. Ouais. C'est plutôt, ouais, non, mais là, ma définition, elle est un peu trop générale. Il faut vraiment imaginer que j'ai un graphe. D'accord? Je joue quoi? Je joue sur un graphe. Mon graphe, c'est V et E, qui est un sous-ensemble de V croix V. Attends, j'ai pas compris. Ouais. Ah non, parce que dans le jeu de Nîmes, mon graphe, si j'ai 4 tas d'allumettes, ça sera des cahuplés d'entiers. Un état, c'est une description de l'état courant du jeu. Au corridor, les états, c'était les matrices, c'est les graphes, c'est des graphes finis, quoi. Ah oui, non, pardon, oui, tout à fait. Ouais. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, exactement. Ok. Donc, imaginons qu'on soit sur un graphe je suis d'accord. Imaginons qu'on soit sur un graphe où à chaque fois il n'y a que deux successeurs possibles. D'accord? Un graphe un peu particulier. Il n'y a que deux successeurs possibles pour chaque sommet. Bah, du coup, je les numérote. Enfin, j'ai des arcs j'ai toujours l'arc 0 et l'arc 1. Effectivement, je suis d'accord que je peux décrire de façon totalement. De toute façon, c'est une bijection de décrire le chemin ou de dire je suis allé dans le sommet, dans le premier ou dans le deuxième successeur. Ouais. Mais le truc important, c'est que du coup, une stratégie,
c'est définir une fonction, de dire je vais à tel endroit ou à tel endroit en fonction de mon passé, et c'est-à-dire que du coup, c'est une fonction des mots finis vers un ensemble fini. Donc en fait, ce sont des arbres. Et à un moment, quand je vais dire il existe une stratégie gagnante, c'est-à-dire il existe une stratégie telle que blablabla, mais l'objet sur lequel je suis en train de quantifier mathématiquement, c'est un arbre infini. Et c'est peut-être un peu pour ça qu'il y a un lien entre justement les automates d'arbres infinis et les jeux, mais surtout, ce que je suis en train de dire, c'est que l'objet de base sur lequel on raisonne, donc l'existence de stratégie, c'est quand même être capable de quantifier sur des objets qui sont des fonctions et qui sont des objets qui ne sont pas totalement triviaux, quoi. Oui. Ce que je comprends bien, c'est si on est dans un graphe, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'historique? Parce que si je dis que, imaginons un jeu un peu triste parce que je joue tout seul. D'accord. J'ai un état que j'appelle 1, j'ai un état que j'appelle 2. C'est moi qui joue, je joue tout seul, mais pour gagner, il faut que je joue infiniment souvent 1 et infiniment souvent 2. Parce que la condition de victoire est justement sur Voilà. la séquence des étapes. Donc je vais effectivement, selon les conditions de gain, il y a des fois où je vais avoir besoin de mémoire pour jouer. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça, je vais en mettre un troisième. Je pense que ça va être bien. Non, mais là, ça marche aussi. Oui, ouais, c'est ça. Quand je suis sur 1, il faut que je fasse l'aller-retour. Jiljen a une question, il est tout au fond, il est frustré. En fait, je me demandais juste quel est, d'une part, si ceux qui disent, c'est que tu parles tout le temps d'arbre, mais est-ce que ça peut être un DAG, où en fait, tu as plusieurs chemins qui arrivent sur le même état, même si ça t'intéresse quand même d'avoir le chemin. Et ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'était, là, ta définition de stratégie, bon, il y a des gens qui définissent une politique. Est-ce qu'il y a une différence entre la définition d'une politique et la définition d'une stratégie? Ça dépend un peu, enfin, honnêtement, je pense que la terminologie, elle dépend du monde dans lequel tu es et du type de jeu que tu regardes. Moi, en général, je parle de stratégie parce que je vais regarder juste des jeux sur des graphes. Et là, la tradition, c'est plutôt de dire stratégie. Là, je suis plutôt sur un truc où je vous ai parlé de plein de familles de jeux différents, donc je parle d'action, tout ça, mais effectivement, ouais, policy, c'est plutôt les économistes qui vont aimer ça, ou des gens qui font des jeux multijoueurs, ce genre de choses. Dès qu'on va regarder, ou strategy profile, ce genre de choses, effectivement, on est plutôt sur du jeu multijoueur concurrent, mais ouais, moi j'aime bien le mot stratégie. Mais là, je ne suis pas cohérent avec moi-même dans mes transparents. Donc, oui. Et la stratégie, a priori, elle doit être infinie. Est-ce que tu exiges qu'elle soit finement décrite? Non. Non, je ne vais pas. Non, ma stratégie, il n'y a pas de raison qu'elle soit finiment décrite. Non. Donc, et effectivement, pour avoir. Alors après, voilà, selon les conditions de gain qu'on va regarder, en général, des stratégies simples vont être suffisantes pour jouer de façon optimale. Donc quelque part, si je me restreignais sur la nature des stratégies, je ne changerais pas forcément le fait de pouvoir gagner ou pas gagner. Mais a priori, je n'ai pas d'hypothèse sur la manière dont ma stratégie est définie. Et d'ailleurs, à aucun moment, j'ai dit qu'elle était calculable. Ah oui, non, justement, j'ai bien remarqué l'absence. Je pourrais dire, voilà, je sais pas moi, je joue un jeu où je joue tout seul, soit je vais à gauche, soit je vais à droite, et puis je gagne si à la fin j'ai décrit la liste de toutes les machines de Turing qui s'arrêtaient sur leur entrée. C'est clairement un jeu sur lequel j'ai une stratégie gagnante, effectivement, cette liste elle existe, par contre je suis incapable de la construire, quoi. Du coup, une fois que chaque joueur il a choisi sa stratégie, d'accord, je peux appuyer sur le bouton Start, surtout si ma stratégie elle est déterministe, et puis ça va me définir une unique partie, et ensuite, je vais avoir une condition de gain, hein, pour définir, pour dire est-ce que cette partie elle est gagnée ou perdue par tel ou tel joueur.
Et je vais dire qu'une stratégie, elle est gagnante si elle n'induit que des parties gagnantes, pour moi. D'accord? Donc une stratégie, elle est gagnante si, quelle que soit la stratégie de mon adversaire, je vais vérifier la condition. Et donc tout à l'heure, j'ai dit qu'une stratégie, c'est rien d'autre, enfin ça ressemble beaucoup à un arbre infini. Tout à l'heure, quand on a parlé d'arbres infinis, j'ai dit quand je vais avoir des automates qui vont faire marcher mes arbres, qui vont lire mes arbres infinis, je vais demander une propriété de dire que toutes les branches dans ce calcul vérifient une condition. En fait, je suis très très proche de ce que je suis en train de raconter ici. Je dis, est-ce qu'il existe une stratégie telle que, quel que soit le déroulé de cette stratégie, je gagne? Ben, c'est un peu la même chose que de dire, est-ce qu'il existe un arbre tel que, quand je fais marcher ma petite machine dessus qui valide, quel que soit le chemin, je gagne. Je suis un peu en train de tricher parce qu'il y a un petit produit cartésien qui est caché là-dedans, mais globalement, l'analogie, elle est là. Et donc, on va dire qu'un joueur gagne, on dit qu'un joueur gagne un jeu s'il existe, s'il possède une stratégie gagnante. Et donc, algorithmiquement, tout ce qui va m'intéresser, effectivement, c'est d'être capable étant donné un jeu, de décider s'il y a un des deux joueurs qui a une stratégie gagnante, et éventuellement d'être capable de calculer cette stratégie gagnante. Ce qui n'est pas la même chose. Je veux dire, tout à l'heure, je vous ai dit, le jeu de la tablette de chocolat, c'est toujours le premier joueur qui gagne. Ok, mais je ne vous ai absolument pas dit comment il faisait. Je ne vous le dirai pas, parce que je ne le sais pas. Et pourtant, je suis capable de prouver ça. Donc, en fait, il y a des niveaux graduels quand même de difficulté là-dedans, qui est d'être capable d'algorithmiquement, être capable de décider, et puis éventuellement d'être capable de construire la stratégie. Oui. Dans le jeu de chocolat, en fait, on n'a pas une stratégie forcément, si je me trompe, qui dépend de l'historique. Non. Ça, tout à fait. On n'a pas besoin de l'historique. Ouais, tout à fait. Alors, par exemple, les jeux, tout à l'heure, j'ai évoqué les jeux de parité. D'accord? Les jeux de parité, donc on joue sur un graphe, on va déplacer un jeton le long d'un graphe, et puis il va y avoir des couleurs qui sont des entiers. On va dire que je gagne si la plus petite couleur infiniment souvent répétée, elle est paire. On a évoqué, et je ne l'ai pas prouvé, le fait que pour jouer de façon optimale dans ce jeu-là, il n'y a pas besoin de se rappeler du passé. D'accord? Donc quelque part, une stratégie dans ce jeu-là, c'est juste d'être capable pour chaque sommet de décider quel est le sommet dans lequel je vais aller. Donc en fait, c'est une fonction de V dans V. Si V, c'est mon ensemble de sommets. Ça, c'est un objet qui est petit. D'accord? Je peux le deviner. Une fois que j'ai les deviné, j'ai pris ma stratégie. Je suis en train d'enlever plein de sommets dans mon graphe. Du coup, cette stratégie que j'ai devinée, elle est gagnante si dans ce graphe, il n'y a aucun chemin infini dont la plus petite couleur infiniment souvent répétée est impaire. En gros, tous les chemins infinis me sont favorables. Calculer l'ensemble des chemins infinis, vérifier cette histoire-là de chemins infinis dans un graphe, globalement, c'est être capable de calculer des composantes fortement connexes, de regarder juste calculer les composantes fortement connexes et être capable de regarder la plus petite valeur qui apparaît dans cette composante. Donc c'est un truc qu'on sait résoudre en temps polynomial. D'accord? Calculer les composantes fortement connexes dans un graphe, ça se fait en temps polynomial. Donc, dans un jeu de parité, c'est un problème qui est décidable dans la classe NP. Je devine un objet petit, stratégie, je transforme mon problème, temps polynomial, je fais un calcul de composante fortement connexe, temps polynomial. Donc dans NP, je sais décider quel est le gagnant dans un jeu de parité. Si tant est que j'ai prouvé que les stratégies pouvaient toujours être choisies sans mémoire. C'est un problème qui est totalement symétrique. Donc, il est aussi dans CoNP. D'accord? Je peux deviner que mon adversaire a une stratégie. Donc, décider les gagnants dans un jeu de parité, c'est un problème qui est dans NP inter-CoNP. Les problèmes qui sont dans NP inter-CoNP, je n'en connais pas beaucoup qui ne sont pas dans P. À part celui-là. Celui-là, on sait qu'il n'y est pas. On ne sait pas. Non, sinon je ne serais pas là, je serais sur une île. La primalité, pendant longtemps, on savait que c'était. Il y avait du NP inter-CoNP, et un jour c'est descendu dans P. Celui-là, on sait il vit un peu plus bas, il vit même dans un truc qui s'appelle UP. Il y a plein de classes un peu bizarres en complexité.
Non, Ben oui. pas tout à fait. Non, il est encore il est pas tout à fait dans le. Maintenant, il y a la factorisation. Factorisation, c'est Ouais. c'est interprété. Entre la primalité, on avait des algos probables. Oui, oui, non, mais c'est. Alors, par contre, j'ai pas dit qu'on savait pas le faire de façon très très efficace ce problème-là. En fait, on n'a pas de. Justement, ça fait longtemps qu'il y a des gens qui s'excitent de montrer qu'il y a des algos polynomiales ou pseudo-polynomiales, ce genre de truc, mais au tenter, là, enfin, à ma connaissance en tout cas, ça fait 30 ans que c'est ouvert et que les gens essayent de prouver ce genre de choses. Ok, et je ne vais pas vous parler de proba, et je vais vous faire manger. Non? Comme vous voulez, hein, mais. J'ai juste pas compris pourquoi on parle de classe NT ou P ou QFP, sachant que tu as dit que c'était des objets infinis. Quelle est la taille de ce qu'on est en train de manipuler? La taille est toujours finie parce que j'aurai toujours un graphe fini. Mon graphe, il est fini. Je joue au corridor. C'est un graphe fini. Il est peut-être gros, mais il est fini. Et la taille de mon entrée, effectivement, c'est la description de mon graphe. Et donc la description de mon graphe, c'est un truc, on va dire, qui est quadratique dans le nombre de sommets. Donc quand je dis que je devine une stratégie de V dans V, ça revient à choisir pour chaque sommet. Là, j'ai un peu une stratégie de V dans V, donc du coup, j'ai effectivement un objet qui est de taille polynomiale, etc., etc. On reprend après la pause.